Pour que Jean continue de rire avec ses amis, que Juliette profite des récrés, comme les autres, que Françoise partage encore des soirées théâtre avec son petit-fils, et que Pierre assure lors de ses déjeuners d'affaires. Tous les jours, les audioprothésistes Audilab sont à votre écoute. Retrouvez le centre Audilab proche de chez vous sur audilab.fr. Audilab, ensemble pour une belle écoute. Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès. On écrit pour que quelque chose subsiste. Europe 1, 14h, 15h, La Voix est livre. Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi. Nicolas Caro. Bonjour et bienvenue à tous dans La Voix est livre. Cette semaine, c'est Valérie Tonkyong, l'auteur de Par amour ou Guerres intérieures, qui nous rend visite pour son nouveau roman. Nous visiterons une bibliothèque, bien sûr, celle du metteur en scène et comédien Nicolas Briançon. Sandrine Babu, notre libraire, nous donnera quelques conseils de lecture. Et puis Héloïse Goua fermera la boutique avec sa chronique jeunesse. Mais d'abord, donc, c'est l'invité. La Voix est livre, c'est parti. Premier chapitre. Bonjour Valérie Tonkyong. Bonjour Nicolas Caro. Votre nouveau roman s'appelle Un tesson d'éternité, c'est chez Lattès, l'histoire d'Anna Gauthier. Elle a sa petite vie sans trop de problèmes, c'est plutôt facile en fait, elle n'habite pas très loin de la mer, elle tient une pharmacie. Son mari Hugues était journaliste local, le journal a coulé, mais il a retrouvé vite un poste assez prestigieux aux affaires culturelles. Et puis il y a Léo, le fiston, 18 ans tout juste, il va passer le bac là dans quelques semaines. C'est un bon garçon, pas d'angoisse, pas de problème, des copains, des copines, une copine aussi. Bref, il y a Alix et Géraud, un couple d'amis qui viennent dîner de temps en temps, et leur fils Tim, qui est le meilleur ami de Léo. Donc tout va bien. Vous nous dressez vraiment là un tableau parfait au début, Valérie Tonkyong. C'est le principe du roman, on se doute bien que quelque chose va briser tout ça. Moins il y a de tâches au début, plus l'effet est fort ensuite. Oui, disons que c'est aussi une question de climat qu'on peut installer. Donc, on installe le lecteur dans une atmosphère confortable, suffisamment détaillée pour l'intéresser. Et puis, on va parsemer, en tout cas, c'est ce que je fais avec ce roman, on va quand même parsemer ce décor de petites pointes qui ne sont pas forcément visibles à l'œil nu, mais sur lesquelles, en fait, l'histoire va s'accrocher ensuite et peut-être que quelques chapitres plus tard, donc le lecteur comprendra que cette atmosphère si confortable n'était pas sans danger. Vous avez vu, même dans mon petit résumé, là, j'en ai laissé quelques-uns aussi. Absolument. J'ai essayé de vous imiter, mais avec moins de talent. Alors, les ennuis arrivent quand même, parce que c'est un roman. Un matin à 6h30 précisément, quand je dis les ennuis, ce sont plutôt les gendarmes qui viennent chercher Léo. Et alors là, c'est le cauchemar total. Ils font pas dans la dentelle, c'est l'angoisse. C'est quelques pages, vraiment. Et en plus, vous êtes fait plaisir parce que vous nous laissez dans la même hébétude que les parents. Oui, écoutez, je crois que tout le monde peut imaginer, peut se projeter dans cette situation, puisque comme vous l'avez expliqué, on est dans le cadre d'une famille tout à fait sans histoire, assez dans un milieu qui est en plus très protégé, tout va bien, et donc on est réveillé brutalement par des coups d'une très grande violence. Les gendarmes font éruption de manière très spectaculaire, et donc je crois qu'on peut tous comprendre combien ça crée une sidération, puis une déflagration. On ne sait pas du tout pourquoi notre enfant est ainsi recherché. Et effectivement, je vais prendre un certain plaisir à laisser le lecteur s'interroger, tout comme ses parents. Et on comprend que c'est grave. Donc Léo est en garde à vue pour un fait qu'on ne révélera pas. Il faudra lire le livre. Et vous disséquez par les détails ce que c'est justement que de se retrouver dans cette situation, ce que c'est aussi pour les parents avant tout, trouver un avocat par exemple. On n'a pas forcément un sous le coude. Il y a plein de petites choses comme ça que vous avez explorées. Oui, en fait c'est la manière dont on bascule dans cet univers qui est comme un univers parallèle, l'univers de la détention. Alors ça commence déjà évidemment avec l'arrestation, puisque la première zone, la première étape de cet univers, ça va être le moment de la garde à vue et toutes les questions que ça pose, en particulier quand l'enfant est majeur, et c'est le cas de Léo puisqu'il vient d'avoir 18 ans, et donc il y a un secret de la garde à vue, un secret de l'instruction. Les parents n'ont pas accès aux informations dans un premier temps, et puis il se trouve donc en prise avec toutes ces
ce déferlement d'aspects très pratiques, très concrets qu'ils ne pouvaient pas imaginer. Par exemple, les gendarmes qui pressentent que l'affaire est suffisamment grave pour que ce jeune homme ne rentre peut-être pas chez lui après la garde à vue, vont demander à la mère de préparer un sac de vêtements. Et lorsque la mère prépare ce sac de vêtements, elle est loin d'imaginer que eh bien, les vêtements bleus ne sont pas autorisés en prison. Et donc, elle va mettre un jean, elle va mettre tout un tas d'affaires qui sont surtout bleues. Et voilà, ce genre de petits détails va s'accumuler et former une sorte de tsunami. C'est-à-dire qu'ils sont pris comme si on les envoyait vraiment dans une autre dimension, un autre monde, avec des règles complètement différentes de celles qu'ils ont l'habitude, auxquelles ils sont soumis habituellement. Ça va évidemment créer un très grand désarroi. Puis elle dit aux gendarmes, vous serez gentil avec lui, hein. Vous en occupez, hein, c'est dérisoire en fait. Elle voit que les gendarmes restent complètement fermés, évidemment, ils peuvent pas lui dire oui madame, bien sûr. Oui, mais vous savez, ça c'est vraiment ce côté très maternel ou paternel parfois. Oui. C'est-à-dire qu'on oublie complètement qui on est, on redevient en fait le petit enfant devant l'autorité. Là, l'autorité, ce sont les gendarmes, mais on a pu voir ce genre de situation, par exemple, avec des parents face à des professeurs influents. Et donc là, évidemment, l'idée de la mère, c'est peut-être que si je suis très gentille, s'ils m'aiment bien, en fait, c'est faire entrer l'affect. Qui pensent à leur maman, à eux. Voilà, c'est exactement ça. Elle va tout essayer. Elle est là, de toute façon, elle est passée dans un mode de fonctionnement qui est très instinctif. Et donc, elle va chercher à intégrer de l'affect en espérant que ça produira un résultat. Et c'est évidemment pas du tout le cas. Pourquoi le bleu interdit ? Parce que c'est la couleur des uniformes des surveillants. Et alors ensuite, vous déroulez tout le processus judiciaire et on sent que tout est vrai. Les termes juridiques, etc. Vous vous êtes rendu dans un tribunal, vous avez posé des questions, vous connaissez bien le milieu ? Alors, pour tout ce qui concerne la justice, j'ai travaillé avec une avocate pénaliste, ce que j'avais déjà eu l'occasion de faire d'ailleurs sur d'autres romans. Donc, c'est un sujet que je connaissais déjà un petit peu, mais que j'ai vraiment vérifié parce que je tenais à être très juste là-dessus. Puisque bon, le roman pose quand même la question aussi du déroulement, enfin de la manière dont la justice se fait et sur quoi elle se fonde. Et puis, sur la partie détention, incarcération, alors là, c'est un peu différent. Il se trouve que moi, je me rends régulièrement dans les établissements pénitentiaires, donc j'avais déjà accès à beaucoup d'informations, beaucoup de sensations. J'avais une vraie connaissance de ce milieu, mais je sentais malgré tout que pour être parfaitement juste et pour entrer vraiment dans le tréfonds de cette expérience, je devais faire appel à des gens qui l'avaient vraiment vécu. C'est une chose d'aller en prison pour rencontrer des détenus, et y compris quand on va dans les prisons les plus difficiles, mais c'en est tout à fait une autre d'aller voir son enfant ou son proche. Et donc là, j'ai cherché à rencontrer des personnes qui avaient vécu précisément l'histoire, enfin pas l'histoire qui est racontée dans le livre, mais précisément ce basculement, c'est-à-dire d'avoir une vie, un profil de gens, comme il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit, qu'on ne l'imagine, de gens qui paraissent être vous ou moi, et puis dont l'enfant va être incarcéré du jour au lendemain. Restez avec nous, Valérie Tonkuang. On s'écarte un peu, mais on revient dans un instant. Europe 1, 14h, 15h, La Voix est livre. Nicolas Caro. La Voix est livre, chapitre 2, toujours avec Valérie Tonkuang pour son nouveau roman Un tesson d'éternité chez Lattès. Ne cherchez pas pour le titre, vous ne comprendrez qu'à la dernière ligne. Mais pour l'instant, on est avec Léo, donc 18 ans, condamné à de la prison ferme. Alors je ne vous dis pas pourquoi exactement, mais si vous connaissez Valérie Tonkuang, vous devez vous douter que c'est pour quelque chose qui nous place, nous aussi, dans un dilemme moral. On hésite à le défendre ou à se dire qu'après tout, il ne l'a pas volé. C'était le cas dans Les Guerres intérieures, c'était même le titre d'un autre de votre livre, Pardonnable, impardonnable. Vous aimez en fait cette situation de crête à chaque fois, où même le lecteur se dit « je ne sais pas trop ». Oui, bien sûr, parce que
tout événement prend une forme différente selon l'angle depuis lequel on l'observe. Et là, ça va être particulièrement important puisque le destin de ce garçon se joue dans la manière dont est jugé, évalué, mesuré l'acte qu'il commet. Et ce qui est très intéressant dans ce cas précis, enfin ce que moi j'avais envie d'explorer un peu plus profondément, c'est la façon dont actuellement, à notre époque, l'opinion publique, contrôlée par les réseaux sociaux, entre en jeu et offre sa vérité. Et donc là, on atteint un autre niveau. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, dès le départ, cet incident dont on n'est pas sûr qu'il soit condamnable. Alors, est-ce que... Bon. Mais finalement, le mobile, les raisons de l'acte de ce garçon, très rapidement, on se rend compte que tout le monde s'en fiche. C'est-à-dire, en dehors de lui, bien sûr, et de sa famille, qui essaie de se battre pour sa liberté. Mais finalement, c'est plus tellement important. Ce qui compte, c'est que ça a été filmé, ça a été raconté d'une certaine façon par certains et d'une manière tout à fait opposée par d'autres. Et donc, ce garçon est devenu à la fois un héros et un anti-héros. Et comme il est l'enjeu d'un conflit très violent, eh bien, ça le dépasse. Et donc, cette notion-là de vérité se dissout totalement dans cette opinion publique. C'est merveilleux, c'était ma question qui suivait. Justement, il y a toujours chez vous ce dilemme, y compris pour le lecteur, qui ne sait pas trop comment trancher, mais que vous confrontez à la fois à la radicalité des réseaux sociaux, mais à celle de la justice aussi, parce que pendant l'audience, en fait, on se rend compte que la justice est aveugle, on le sait, puis peut-être elle en a besoin, puis c'est comme ça. Mais nous, lecteurs qui connaissons Léo, on a envie aussi de prendre la parole et de dire d'accord, c'est pas bien ce qu'il a fait, mais c'est un bon garçon, vraiment, c'est un bon garçon. Ne le traitez pas comme si c'était un psychopathe ou un type qui a déjà eu un lourd passé. Non, il faut aller plus loin, il faut chercher, alors que la justice a besoin de dire c'est comme ça et c'est tout. Oui, alors la justice, elle arrive, je dirais, presque en bout de course. Donc au début, on a l'acte, le fait qui est commis. Là-dessus, c'est vrai que c'est un fait qui va être évalué, jugé différemment, ne serait-ce que par ses parents, qui ne posent pas du tout le même regard. Voilà, la mère va chercher immédiatement des circonstances assez atténuantes, va faire confiance à son fils, etc. Le père va être beaucoup plus rationnel, va craindre les conséquences pour son image. Et donc, les analyses des parents vont être déjà très différentes. Ensuite, on a en effet donc les réseaux sociaux qui s'en emparent et cette opinion publique qui dresse le portrait d'un jeune homme qui ne correspond plus du tout à la réalité. Et en bout de course, donc, on a un juge. Et ce juge, en l'occurrence donc le juge des libertés de la détention, on va lui poser la question, que faire de ce garçon ? Et sur le papier, forcément, il va bien comprendre que on n'a pas affaire à un serial killer extrêmement dangereux. On n'est pas du tout dans un profil qui paraît à première vue nécessaire d'incarcérer, mais il y a cette opinion publique et le juge ne peut pas ne pas en tenir compte. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui arrivé dans cette société à ce stade où un juge doit absolument tenir compte des conséquences médiatiques et donc sociales ensuite de sa décision. Et donc sa décision est prise avec ce facteur-là qui pèse énormément. Même si le fait en lui-même est grave aussi. Alors il y a le quotidien de la prison, ensuite, pas du point de vue de Léo ou des détenus, mais justement, moi je savais que vous visitiez des prisons, je me suis dit, tiens, on va visiter, voir ce que c'est à l'intérieur et tout. Et pas vraiment en fait, c'est du point de vue de la mère qui vient le visiter. Oui, c'était quelque chose que je tenais à écrire depuis longtemps, puisque ça fait maintenant pas mal d'années que je me rends dans des établissements donc, pénitentiaires. Et elle croise d'autres visiteurs. C'est ça. Et c'est en fait toute cette zone-là dont on ne parle jamais, ce territoire-là complètement inconnu et dans lequel se trouvent précipités des gens qui ne sont absolument pas préparés à ça, que je voulais raconter. Parce que, la première fois, c'est... la première fois,
enfin, c'est inimaginable. C'est-à-dire que on a tous des références à travers des séries, des films, parfois quelques livres, mais ce que l'on vit, soit lorsqu'on va voir son proche en prison, ça, on ne sait pas du tout ce qui va nous arriver. Or, en fait, on entre aussi, nous, dans une machine à broyer, enfin une machine à laver qui va nous faire tourner dans tous les sens, nous envoyer à droite, à gauche et nous contraindre. C'est-à-dire que le proche, il entre d'une certaine façon en détention lui aussi, puisqu'il n'est plus maître de son emploi du temps, déjà pour commencer, avec les parloirs, parce que les parloirs, on ne choisit pas les moments qui nous arrangent, donc on prend ce qu'on nous donne, et il se trouve que, d'une manière générale, voilà, ça tombe jamais, c'est pas les heures de déjeuner ou les fins de journée. Bon, ensuite, le proche, il est très souvent incarcérés loin de chez soi. Donc, on a des gens qui se retrouvent à devoir faire 200 km, 500 km pour aller passer 50 minutes avec un proche, et en sachant que s'ils ont 2 minutes de retard, on ne les laissera pas passer l'enceinte de la prison. Et puis, il y a tous ces détails qui sont liés à la vie quotidienne des détenus et sur lesquels le proche a finalement assez peu de marge de manœuvre. Oui, mais combien il faut envoyer pour qu'il puisse écrire, pour qu'il puisse téléphoner, pour qu'il puisse cantiner. Voilà, et donc on va recevoir une liste, lorsqu'on est proche de détenus, on va recevoir une liste de consignes. C'est un annuaire, c'est des pages et des pages vous disant ce que vous avez le droit d'apporter ou pas. Et ça, on parlait tout à l'heure des vêtements bleus, mais la liste est extrêmement longue, de quel type de courrier vous pouvez envoyer ou pas. Et ça va se nicher dans des détails fous, c'est-à-dire que par exemple, on va vous déconseiller d'utiliser des petits noms, des sobriquets affectueux, ou parce que ça peut être interprété comme un code. Enfin, c'est inimaginable. Et donc, quand on n'est pas du tout, on n'a jamais approché ce type d'expérience, on est d'abord complètement submergé par cet annuaire de consignes. On est désemparé parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Et puis, à un moment donné, on n'a plus d'autre choix que de se plonger dedans et de se plonger dans cet autre univers avec les autres familles et d'affronter la vague ensemble. Et on l'explore par le roman. On y revient dans un instant. La voix est livre. Nicolas Caro. La voix est livre, toujours avec Valérie Tonkyong pour un tesson d'éternité chez Lattès. L'histoire de Léo, un jeune garçon de 18 ans, bien sous tout rapport, qui se retrouve en prison. Et Anna, sa mère, qui fait ce qu'elle peut. Il y a une question d'ailleurs, Valérie Tonkyong, que vous abordez et qui me passionne dans le livre. C'est la position de la mère quand son fils est condamné. Ça peut être le père aussi, mais là c'est la mère. C'est un peu différent, mais quand on voit un parfait salaud à la télé prendre une peine de prison et que sa mère ou son père le défend, on entend parfois des gens qui disent comment peut-elle ou peut-il le défendre, mais justement parce que c'est sa mère ou son père, il n'y a qu'eux qui ont le droit et presque le devoir de défendre, sans insulter les victimes bien sûr, ou essayer de disculper contre l'évidence, mais c'est très touchant ce dernier recours, ce dernier secours, et ce seul secours possible d'ailleurs en dehors de l'avocat qui fait son travail. C'est un peu ce qui se passe avec Anna et Léo, même si bien entendu c'est différent parce que Léo n'est pas du tout un immonde psychopathe, mais il y a comme ça, c'est la dernière qui le soutient, quoi. Oui, je pense que c'est un cocktail d'émotions qui vont traverser la mer. Il y a d'abord une forme de responsabilité, de culpabilité. Quelque chose vient de moi qui explique ce geste de mon fils. Ensuite, il y a la responsabilité. Elle a donné naissance à cet enfant avec le farouche désir qu'il ne vive pas, puisque c'est quelque chose qu'on n'a pas encore abordé, mais elle-même a une enfance très compliquée, très difficile. Et donc, elle a tout fait dans sa vie de mère et de femme adulte pour que cet enfant, lui, connaisse une enfance privilégiée, confortable et sans danger. Et donc, elle cherche aussi ce qu'elle a mal fait dans cette histoire. Et puis, vraiment, quelque chose de très instinctif va naître, de l'amour, tout simplement, qu'elle porte à son fils. Et donc là, elle va se transformer en elle qui est tellement attentive à faire les choses avec beaucoup d'ordre, de méthode. Là, c'est tout ça est balayé, en fait. C'est l'émotion qui la submerge et ce sentiment qu'elle doit sauver son fils, quoi qu'il en coûte, et donc elle sera prête à prendre des risques très importants. C'est ça, il y a toutes ces questions sociales et l'éducation, et est-ce qu'on a bien fait, etc. Et puis tout d'un coup, il y a une sorte de peu importe,
C'est exactement ça. C'est une sorte d'évidence, quoi, C'est exactement qui ça. sauve. C'est exactement ça. Alors effectivement, vous l'avez évoqué, il faut qu'on y vienne parce que ça passe vite. On a évoqué l'intrigue principale et on n'a pas du tout fini de l'évoquer, il y a encore plein de choses, mais il y a une histoire secondaire qui surgit parfois entre deux chapitres. C'est pas alterné, c'est parfois des flashbacks et qui évoque le harcèlement scolaire, mais en poussant les curseurs au maximum du maximum. Et ça concerne Anna. Et en quoi les deux intrigues sont liées, justement ? Mais finalement, Anna, donc, c'est une femme qui a vécu une enfance donc, dans un milieu social très pauvre, très étroit, dans lequel elle n'a jamais été protégée et au sein duquel elle est devenue victime d'un certain nombre de violences. Et donc, sa façon de se protéger en grandissant, de survivre, en fait, ça a été de changer de milieu. Bon, c'est une transfuge de classe, puisque c'est un terme qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, mais vraiment au sens premier, puisque c'est quelqu'un qui est en fuite. Elle a constaté, étant enfant, qu'elle était vraiment dans une logique de loi du plus fort. Eh bien, elle, c'était la plus faible, donc elle doit quitter ce lieu et trouver un autre lieu où ce sera une autre forme de vie plus tranquille. Et donc, elle voit l'ascension sociale comme une réponse. Et donc, elle va se battre pour ça. D'ailleurs, elle va étudier avec beaucoup de détermination à l'école. Elle rate médecine, mais à la pharmacie. Voilà. Et puis, elle va arriver dans cette vie avec ce moment où il lui semble avoir réussi à couper tous les ponts avec sa première vie. Mais attention, comme je le disais, elle était en fuite. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais affronté ce qu'elle a vécu à ce moment-là. Elle ne s'est jamais retournée là-dessus. Et elle a enfoui ça très profondément au fond d'elle. Et ce qui va se passer, c'est que quand cet accident, disons, puisque c'est quand même assez important, survient et que son fils est incarcéré, ça va l'amener d'abord à lui rappeler, la renvoyer à cette peur de revenir, d'être redégradé à nouveau socialement, parce que c'est la prison, avec le marqueur de la prison, bien sûr, le marqueur social, le regard des autres qui change. Ah oui, les amis, on n'en a pas parlé, mais voilà, les amis, qui changent instantanément. Les grands amis autour d'elle avant l'accident de vie. Voilà, donc là, soudain, tout change. Donc, il y a cette peur-là. Et puis, il y a aussi même vraiment des séquences qui vont surgir à l'occasion de ce qui arrive à son fils, qui vont la renvoyer directement à des choses qu'elle a vécues très précisément. Donc, par exemple, d'ailleurs, on parle des amis. Par exemple, la question de la trahison. Au moment où elle va se rendre compte que les amis sont finalement plus tellement des amis quand ça ne les arrange plus du tout, ça les inquiète, ça leur fait peur aussi. Et, oui, parce que là encore, c'est ambigu. Au début, on se dit les salauds, puis ensuite on réfléchit, on se dit on peut comprendre aussi dans leur situation éventuellement peut-être. Voilà, exactement. Qu'est-ce qu'on ferait aussi ? Bon, alors tout ça, rien n'est noir, rien n'est blanc, bien entendu. Et puis ça, par exemple, va la renvoyer à un épisode où elle s'est sentie trahie dans son enfance. Et en fait, tous ces éléments c'est ça qui va faire ressurgir, comme si c'était à chaque fois un petit coup de poignard qui crée une fissure, et de cette fissure s'échappe et donc revient son passé. Et c'est effectivement structuré de cette façon-là, pas avec une alternance stricte, mais plutôt en fonction de comme des bouffées, quoi. Exactement, des bouffées qui surgissent à des moments clés du parcours de son fils. Et la question, c'est va-t-elle s'y confronter un jour à ce passé ? Mais ça, prenez votre stylo, Valérie Tonkyong, et notez le sujet. L'homme a-t-il, par son action, le pouvoir de changer sa destinée ? C'est un sujet de bac philo. Oui, absolument. Qui est dans le roman, mais qui évidemment n'est pas anodin. C'est celui qu'a eu Anna pour le bac. Oui, bien sûr. Et puis c'est toujours la question du déterminisme social qui est au centre du livre. Déterminisme au sens large, donc les rapports de classe, on voit bien. Au sens de destinée, en fait. Voilà, les rapports de genre et donc la destinée, donc les origines, jusqu'à quel point on peut se défaire de ces assignations. Et c'est une vraie question pour Anna, puisque ça a été vraiment l'objet de sa lutte pendant plus de 20 ans. Un tesson d'éternité, donc chez Lattès. Restez avec nous, Valérie. Nous partons visiter la bibliothèque du comédien et metteur en scène Nicolas Briançon. 14h-15h sur Europe 1. La voix est livre. La voix est livre. Valérie Tonkyong est toujours avec nous pour son nouveau roman et nous partons visiter la bibliothèque de Nicolas Briançon. Il met en scène Jacques et son maître au théâtre de Montparnasse à Paris. Il joue aussi dans la pièce, mais malgré cet emploi du temps, il a bien voulu nous recevoir chez lui pour nous montrer ses livres.
Bonjour Nicolas Briançon. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. On est en banlieue parisienne, dans un chouette appartement avec de la verdure que l'on voit à travers les baies vitrées. C'est très chouette. Et puis il y a des livres partout, dans chaque petite pièce. Là, on est dans un bureau qui est attenant en fait au salon, ouvert sur le salon, mais séparé donc par une bibliothèque qu'on peut voir des deux côtés. Ça, c'est intéressant. Et à la fois, c'est un peu compliqué parce que comment on les range ? Il y a la place que pour une rangée de livres. Dans quelle façade on privilégie ? Côté salon ou côté bureau ? Là, il y a un peu des deux. Alors, c'est pas très très rangé encore pour le moment parce que j'ai réemménagé dans cet appartement récemment. Ici, j'ai mis dans ce bureau, c'est tout ce qui concerne le théâtre. En gros, les textes de théâtre, les auteurs de théâtre, et puis aussi les livres sur le théâtre, autour du théâtre, voilà. Et puis là, de ce côté-là du bureau, c'est la poésie. Ici, les livres de la Pléiade. Et puis de l'autre côté, enfin sur la même bibliothèque, mais qui donne de l'autre côté, c'est les vieux bouquins. C'est des éditions numérotées parfois, c'est des premières éditions ou des vieux livres voilà, que j'ai récupérés ou qu'on m'a donnés ou dont j'ai hérité. Et c'est pas mal d'avoir mis des Pléiades comme ça, parce que d'un côté, la tranche est très jolie, mais de l'autre côté, c'est tout blanc. C'est très chouette aussi, c'est très cohérent. C'est ce que je me suis dit. Alors là, donc, on est dans votre bureau. D'ailleurs, il y a deux bureaux. Il y en a un avec un chat dessus en ce moment d'ailleurs, qui est face à la verdure, là, à travers la fenêtre. C'est très joli. Et puis un autre avec une chaise très spéciale. C'est une main ouverte sur laquelle on s'assoit. Oui. Et il y a un ordinateur. Quelle est la fonction des deux bureaux ? Bon, je dirais que là, on a la partie que tout le monde connaît, qui est la moins rigolote, la partie administrative, les papiers, il y a les classeurs, les trucs de la maison, les factures, etc. Et puis de l'autre, c'est le bureau où je lis, où je travaille, où j'écris. Et donc là, on a tout le théâtre. Mais alors moi, j'aime bien visiter les bibliothèques de comédiens parce qu'en général, effectivement, forcément, il y a beaucoup de pièces de théâtre. Là, il y a carrément une librairie de théâtre. Mais c'est compliqué de lire du théâtre. Vous, c'est votre métier. Ben, moi, j'ai du mal à lire le théâtre. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus difficile à lire, le théâtre, parce que ça nous oblige d'une certaine façon à être immédiatement metteur en scène. Et or, pour bien mettre en scène, il faut avoir lu plusieurs fois. Donc, une pièce, si elle m'accroche, ou si elle me plaît, ou si je la trouve intéressante, il faut que je la lise 3-4 fois avant de commencer à comprendre exactement ce qui se passe, qui est qui, parce que vous avez une liste de personnages, par exemple, au début de la pièce. Mais alors, quand vous êtes en train de lire et que ça va vite, vous dites, mais qui ? Alors, attends, qui parle ? C'est qui ? Ah oui, lui, c'est l'amoureux. Ah non, lui, c'est le père. Ah oui, non, c'est la jeune première. Ah non, c'est sa mère. Etc. Donc, oui, c'est compliqué, ça prend un temps fou. C'est ce que les gens qui vous envoient des pièces comprennent pas toujours, d'ailleurs, parce que parfois, on met un peu de temps à leur répondre. Et ils s'impatientent, ce qui est normal, parce que c'est leur bébé, ils ont envie d'une réponse. Mais moi, je peux pas, très souvent, je peux pas, à la fin d'une simple première lecture, dire quoi que ce soit. J'ai besoin de relire pour réellement comprendre ce qui se passe. Ce qui n'est pas le cas avec le roman, par exemple. Mais c'est la même chose quand on écrit du théâtre, j'imagine. Il faut être metteur en scène en même temps. Oui, il faut être metteur en scène, sauf que quand vous commencez à écrire du théâtre, j'imagine, enfin, je n'écris pas de théâtre, moi, j'ai fait des adaptations, mais j'écris pas de théâtre. On a forcément son histoire en tête, on a ses personnages en tête, donc c'est très clair pour nous. Mais le lecteur qui débarque, c'est d'ailleurs la difficulté des acteurs. C'est-à-dire que les acteurs partent je dirais du produit fini, de l'arrivée, de la finalité, c'est-à-dire les mots qu'on exprime. Et tout leur boulot, c'est de jouer ce qui se passe avant les mots, en fait. Mais c'est la même chose quand on lit du théâtre. Il faut arriver à comprendre ce que l'auteur a mis avant les mots et ce qu'exprime finalement réellement. Que fait celui qui parle pas, en fait, c'est ça. Oui, et surtout, qu'est-ce qui fait qu'il dit ces mots-là ? Parce que parfois, c'est la difficulté du théâtre. Parfois, un personnage, comme dans la vie, s'exprime, dit le contraire de ce qu'il pense. Mais ça crée une situation, évidemment. Bon, mais ça, il faut arriver à avoir compris la situation globale avant de le faire. Donc, c'est compliqué de lire du théâtre. Et en même temps, ça peut être aussi très plaisant. Puis, il y a un théâtre, il y a aussi certaines formes de théâtre qui se lisent très bien. Racine, qui est très proche de la poésie pure, ça se lit très bien. Les pièces en alexandrin se lisent très bien. Voilà. Il y a beaucoup de grands classiques. Pourquoi vous gardez ceux-là en particulier ? Bon, il doit y en avoir 500, 600. Vous les gardez systématiquement ? Parce que c'est ceux que je relis. Mais vous les relisez pourquoi ? Pour les mettre en scène ? Je les relis parce qu'on n'en fait jamais le tour. Je les relis parce que ces pièces-là, on n'en finit pas de les... Je crois que les grandes pièces, on n'en finit pas de les explorer. Pardon, ça
Ça fait promo, mais par exemple, je monte là en ce moment pour la 3e fois Jacques et son maître de Kundera. J'ai découvert cette pièce quand j'avais 19 ans, je crois, à la création, au Théâtre des Mathurins. Et j'avais été tellement fasciné que j'avais acheté le texte, que je m'en jouais des scènes dans mon studio. Je commençais à peine à imaginer que j'allais peut-être essayer de faire ce métier. Et je l'ai monté 15 ans après, dans un petit moment de déprime où je me disais il faudrait quand même un jour que tu fasses vraiment ce que tu as envie de faire. Et avec vous faisiez quoi à ce moment-là? Je jouais à un spectacle musical qui s'appelait Les Années Twist, alors vraiment qui n'avait rien à voir, et qui était très marrant. Mais moi, j'arrivais du théâtre, je m'étais retrouvé dans ce truc-là un peu par hasard. C'était très sympa, et puis ça a été un énorme carton. On a joué ça pendant 5 ans. Sauf qu'au bout de 5 ans ma jolie robe pour aller danser ou Let's Do This Again. Vous chantiez, vous dansiez? Ouais. J'avais envie de faire autre chose. Et donc, je me suis dit, repense à ce qui t'a motivé au départ. Et donc, j'ai monté la pièce de Kundera, qui était Jacques et son maître, il y a 21 ans. Et puis, ça a fonctionné. Et puis, les Molières. Et puis, du coup, d'un coup, j'étais bombardé comme metteur en scène. Et puis, après, je l'ai remonté. Et je me suis dit que c'était une pièce que j'allais garder dans ma vie, comme une façon de s'étalonner d'une certaine façon, c'est-à-dire de voir où j'en étais. Donc je l'ai remonté 10 ans après et je l'ai remonté là. Et les classiques et les grandes pièces, plus vous les montez, plus vous les entendez un peu différemment, plus elles évoquent pour vous autre chose, plus elles racontent. Ma façon d'aborder Racine aujourd'hui, à 59 ans, est évidemment pas la même que celle que j'avais quand j'en avais 18. Et alors là, je vois des gros volumes, illustrations théâtre, toute une collection, 1931, 1925, 1932, c'est quoi? 1919, et bien relié. Hein. C'est mon grand-père maternel qui, pour des raisons que j'ignore parce que j'ai pas eu le temps de discuter de ça avec lui, était abonné à l'illustration, d'abord à la petite illustration même, et puis après à l'illustration, qui était une revue qui produit, un peu comme aujourd'hui l'Avant-Scène Théâtre, qui éditait les pièces de théâtre qui se jouaient à Paris, avec une analyse critique, etc. Et il devait être abonné, j'imagine, et il les a reliés, parce qu'il était très, très, très... Voilà, alors en plus avec... voilà. Écriture manuscrite. Voilà. Jean Sarment, Les plus beaux yeux du monde. Bon, c'est autant dire que les 3/4 de ces pièces, Les marchands de gloire, ainsi de Pagnol. Voilà. Robert et Marianne. Il y a des illustrations et tout. Des photos merveilleuses. Les nouveaux messieurs. Un perdreau de l'année. J'aime beaucoup ce titre. Il y a peut-être des formidables pièces là-dedans, d'ailleurs. Hein. On n'en sait rien. Il faut passer du temps à les relire. Vous les compulsez parfois? Oui, je regarde de temps en temps. Ou parfois je cherche une pièce où je ne trouve plus dans mes livres édités une pièce que je cherche. Ça m'est arrivé avec Jules Renard l'autre jour. J'ai regardé si dans les illustrations on ne pouvait pas la trouver, mais je ne l'ai pas trouvée. On va voir l'autre bibliothèque. Alors là, on arrive dans une petite pièce avec un petit bureau. Ouais. Il y a une télé aussi. C'est quoi? C'est là où vous Non, c'est là où la télé? les enfants, quand ils sont là, jouent aux jeux vidéo. Ah oui, il y a une console de jeu. Ouais. Alors juste là, il y a toute une bibliothèque remplie. Ouais. C'est apparemment que du roman ici, c'est ça? C'est du roman, peut-être quelques essais, mais essentiellement des romans, ouais. Il y a beaucoup de Dumas, je vois. Il y a toute une étagère remplie de Dumas. J'aime beaucoup Dumas. Et vous en avez joué du Dumas aussi? Parce qu'il a cet intérêt-là, le Dumas, il est romancier. Aujourd'hui, on le connaît comme romancier, mais il est dramaturge avant parce tout. que vous savez aussi, parfois, tout d'un coup, on travaille sur un sujet, donc on prend des tas de livres qui tournent autour de ce sujet. J'ai tourné autour de l'idée D'abord, on m'avait proposé une pièce qui mettait en scène Dumas lui-même, qui s'appelait Le Nègre, qui s'est joué après, qui mettait en scène Dumas et l'auteur qui écrivait avec lui, qui était Auguste Maquet. Et puis finalement projet qui ne s'est pas fait. Et puis j'ai tourné autour de l'idée de faire Les Trois Mousquetaires au théâtre. C'est hyper jouissif. Mais oui, j'aimerais bien faire un truc de KPDP. Mais la petite difficulté, c'est que souvent quand Les Trois Mousquetaires ont été montés au théâtre, ça a été fait un peu en dérision, genre un peu second degré. Oui. Genre on n'est pas trop sérieux, ce qui détourne un peu le propos. Or moi ce que j'aime dans Dumas, c'est justement son premier degré. Et avec un vrai beau costume, des rapières. Il faut y aller, quoi. On a envie de voir ça. Enfin, ça fait partie du plaisir. Le costume, ça fait aussi partie du plaisir de Dumas. Mais c'est évidemment. Il y a le problème des cavalcades d'ailleurs dans ce genre de pièces. Comment on fait pour faire croire qu'on est en train de galoper Le théâtre, on peut tout faire.
c'est ça qui est génial au théâtre. C'est qu'on a besoin de pas grand-chose pour faire croire aux gens que ce qui se passe est la réalité. Parce que le public a envie de le croire aussi. Oui, parce que le public a envie d'y croire, et puis parce qu'on peut trouver des moyens qui sont à la fois des moyens, évidemment, de texte, mais aussi visuels, des moyens poétiques, drôles, avec parfois en servant des vieux trucs du théâtre, hein, des vieux Un décor qui tourne derrière. Oui, vous savez, par exemple, pardon de citer ça, mais à la fin de Jacques et son maître, ils partent et je voulais qu'il y ait un effet de neige. J'avais pas les moyens de faire tomber de la neige sur tout le plateau du Montparnasse, alors on a trouvé les vieux principes du théâtre, qui était de mettre des petits bouts de papier blanc dans un truc pour essorer la salade, vous savez, Ouais. et on secoue ça sur les gens et ça fait une sorte de filtre et ça donne un effet de neige qui passe, bon, cet effet qui est évidemment montré, c'est-à-dire qu'on assume tout à fait l'effet du théâtre, et ben il est magique, il marche, et pour tous les gens dans la salle, on est sous la neige à un moment donné, voilà. Et le théâtre a cette force-là dont il faut se servir, et je pense qu'on est plus fort comme ça d'ailleurs qu'en singeant le cinéma ou qu'en essayant de foutre... fatigué de la mode des 150 écrans vidéo sur les plateaux de théâtre maintenant, pour voir en plus la gueule des acteurs en grand, alors que l'intérêt du théâtre, c'est qu'on les voit justement d'un peu loin. Juste à côté, il y a 2 livres assez semblables et en même temps très différents. C'est La Serpe de Philippe Jaénada et Laetitia d'Yvan Jablonka. Et ils sont à côté, et ça tombe bien parce que ils sont à côté parce qu'ils sont classés par ordre alphabétique. Ah ouais, tout est classé par ordre alphabétique. Oui, les auteurs. Ouais. Oui, Jablonka, Jaénada. Et c'est 2 auteurs qui observent et écrivent les faits divers d'une manière complètement nouvelle aujourd'hui. Ouais. C'est pour ça qu'ils sont là. Alors, j'ai lu ces livres, Laetitia, parce que j'avais lu un papier sur le livre qui m'avait donné envie, et donc j'ai acheté le roman que j'ai adoré. D'ailleurs, on parlait d'écrire à des écrivains, j'ai écrit un petit mot, d'ailleurs, mais via les réseaux sociaux, vous voyez, les temps Jablonka, ouais, qui m'a répondu très, très, très gentiment. Et puis l'autre, c'est un conseil de mon libraire, quand j'étais dans le 9e arrondissement encore. La Serpe de Philippe Jaénada, voilà, qui vient de publier au Printemps des Monstres, qu'on a reçu dans l'émission il y a 3 semaines. Je vais m'empresser de lire, parce que La Serpe, c'est absolument dément. Hein, mais dément. Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait divers? C'est ce que ça dit de la sûrement quelque chose qui est un peu lié à notre voyeurisme à tous, sur ce type de faits divers. Et puis j'adore les monstres, moi. J'ai joué un nombre incalculable d'enfoirés, de salauds, d'empaffés en tout genre. Et je suis fasciné par le chemin. J'ai pas d'admiration pour ces personnages-là, mais ça m'intrigue toujours de comprendre par quel chemin ça peut passer pour en arriver à l'innommable, quoi. Je vois un gros volume de Michel Déon, là. Ouais. Et avant d'allumer les micros, on a fait un tout petit tour de la bibliothèque pour voir un peu. Vous m'avez dit que vous aviez écrit à Michel Déon. Michel, c'est mon écrivain d'adolescence. Je l'ai découvert... mon père, qui est mort assez tôt dans ma vie, et avec qui j'avais des rapports un peu distants parce qu'il était très occupé, voilà, a fait 2 choses dans sa vie avec moi, extrêmement importantes. Alors, est-ce que j'ai donné une importance extrême à ces choses-là parce qu'elles étaient rares, ou est-ce qu'elles sont venues vraiment comme des signes dans ma vie, comme des signes importants, je ne sais pas, mais il m'a emmené voir La Flûte enchantée que Bergman avait tournée pour le cinéma, qui a été tout d'un coup d'abord mon ouverture vers l'opéra à 14 ans, en me disant qu'est-ce que c'est que ce truc-là. Il y a donc un monde différent qui a l'air beaucoup plus marrant que le vrai monde. Et donc j'ai été à l'Opéra de Bordeaux, louer des disques d'opéra, et puis j'ai fait de la figuration à l'opéra, et puis là du coup je me suis dit tiens, je vais aller voir du côté du théâtre, et donc ça a décidé quand même d'une certaine façon de ma vie. Et d'autre part, un jour il est rentré avec un bouquin dans ma chambre en disant Lisa, Déon, c'est très bien. Et c'était ça peut être contre-productif, hein. Bien sûr, c'était le parfum de jasmin. Et je lis ça et je trouve ça très beau, ça me parle, j'ai l'impression de me lire moi-même, ce qui est évidemment le principe d'un auteur qu'on aime beaucoup au départ. Et donc j'ai été acheter un livre chez Mola, puisque j'habitais Bordeaux, à la librairie Mola. Librairie Mola, grande librairie, magnifique. Un livre qui s'appelait Tout l'amour du monde. Et là, je me suis dit, oh là c'est moi. Et donc je lui ai écrit
Je connaissais rien parce que je savais même pas ni quel âge il avait, ni où il était, ni quelle était sa vie. Il n'y avait pas le Internet Ah oui, vous n'aviez pas conscience de l'ampleur, Non, je savais pas qui l'envergure c'était. du J'avais type, vu quoi. Académie française. Alors j'ai Ouais, écrit comme- à l'Académie Ouais. française. Et il m'a répondu. 3 semaines après, j'ai reçu une réponse que j'ai toujours d'ailleurs. Et on a échangé une correspondance comme ça pendant la fin de mon adolescence. Et puis je suis venu à Paris. Et vous lui parliez de quoi? De littérature? De ses livres? Ah oui, de voyage. Dès que je faisais un voyage, parce que du coup ça m'avait donné le goût des voyages. Donc je suis parti, comme je faisais de la figuration à l'Opéra, que je gagnais un peu 3 francs 50. Je me payais des voyages de temps en temps. J'allais au Portugal, ou j'allais là où il avait été. J'avais été à Sintra, j'étais à... Et donc, je lui écrivais des mots. Il me répondait chaque fois extrêmement poliment. Bon. Et puis, j'étais à Paris. Il m'a dit, bon, si vous êtes à Paris, on peut peut-être se croiser un jour. Donc, j'ai été le voir. Et c'était une rencontre étrange où je ne savais pas quoi dire. Comme lui, ce n'était pas un grand bavard non plus. Au bout de 10 minutes, c'était un peu lunaire, cette rencontre. Et puis, il m'a écrit après pour me dire, j'étais très heureux de vous rencontrer. Très bien, tenez-moi au courant de ce que vous faites. Il se trouve que je suis parti jouer dans une troupe dans le sud-ouest. Donc, je l'ai invité. Il est descendu très gentiment. Et puis, j'ai été le voir en Grèce. Voilà. Et puis, j'ai rencontré sa fille que j'ai épousée. Incroyable. Ouais. Et puis après, on s'est séparés avec sa fille, mais on est restés très copains avec Michel jusqu'à la fin de sa vie. Et j'ai eu le temps de 3 mois avant sa mort je jouais une pièce qui n'a pas marché, et grâce à Dieu d'une certaine façon, parce qu'elle m'a laissé du temps. Tout d'un coup, les représentations sont arrêtées. Je me suis dit, bon, j'ai du temps, et je suis parti en Irlande le voir. Il était très âgé déjà, mais je suis content d'avoir fait ce dernier voyage. Voilà. C'était quelqu'un de très passionné par les autres écrivains. Michel m'a beaucoup ouvert sur la littérature. C'est-à-dire qu'à partir de Michel, j'ai commencé à lire, bon, d'abord les Hussards, parce que c'était le truc dont on parlait directement quand on parlait de Déon, donc Blondin, Nimier, Laurent, voilà. Puis les écrivains autour, Morand, souvent des écrivains de droite d'ailleurs, et pas de la meilleure droite, mais souvent des stylistes quand même assez extraordinaires. Donc avec le temps, il y a eu aussi un peu de distance par rapport à ces auteurs, à leur... évidemment à ce qu'ils pouvaient raconter, mais en même temps avec aussi l'admiration de leur style, quelquefois, et de leurs livres. Et puis, à partir de là, j'ai rayonné aussi dans des auteurs qu'ils n'aimaient pas forcément, eux. Et donc, ça a été vraiment... Et puis, Michel avait un truc, c'est qu'il lisait beaucoup les jeunes écrivains, il lisait tout. Il se démenait beaucoup pour faire obtenir des prix de l'Académie à des gens qui par exemple, n'étaient pas du tout de son bord. Je pense à Jean Rollin, par exemple, qui l'a beaucoup aidé, à Emmanuel Carrère, à beaucoup d'autres. C'était un vrai passionné de littérature, donc c'était très passionnant d'échanger avec lui là-dessus. Michel Déon, c'est Les Poneys Sauvages, c'est Un Taxi Mauve, Cavalier passe son chemin. Ouais. Qu'est-ce qui vous plaît dans ces livres-là? Et chez lui, en fait, c'est son style. C'est après, vous avez rencontré moi, je trouve que l'homme. Michel, c'est un écrivain un peu à l'anglaise d'une certaine façon. C'est un raconteur d'histoire absolument formidable. J'adore le roman romanesque. Enfin, ça me plaît beaucoup. Et quand il y a une bon, enfin, on va un peu enfoncer des portes ouvertes, mais il y a un style un peu... Oui, il y a quelque chose d'un peu brillant, un peu mousquetaire, un peu romanesque, que j'aime beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas Briançon. Merci à vous. Merci pour cette visite. De retour en studio, et je rappelle, Jacques et son maître, c'est au théâtre Montparnasse. Nous sommes toujours avec Valérie Tonkyong pour son nouveau roman, Un Tesson d'éternité, chez Lattès. Comment sont rangés les livres chez vous, Valérie ? Alors, ils sont rangés et dérangés, c'est-à-dire que dans une première partie de vie, lorsque tout simplement j'ai emménagé dans l'appartement dans lequel je vis aujourd'hui, donc la première idée était évidemment de créer une immense bibliothèque pour y mettre tous mes livres, et ceux de mon mari d'ailleurs, qui est aussi un grand lecteur. Et donc là, ça a été très organisé. Vraiment, on a fait vraiment des thématiques, alors à la fois des thématiques et des sous-groupes, avec des collections. Donc tout ça était extraordinaire. Bon,
15 jours plus Et puis tard. 15 jours plus tard, les nouveaux arrivants ont commencé à devoir trouver leur place. Alors au début, on a réussi quand même à maintenir un petit peu cette organisation. Et puis, 20 ans plus tard, alors là, il y a une forme de chaos joyeux. Donc ça, c'est devenu presque une bibliothèque de curiosité avec beaucoup de piles, puisque la bibliothèque en elle-même, les rayonnages ne suffisent plus depuis longtemps. Les livres se sont invités aussi partout, dans la chambre à coucher, où on peine à mettre un pied devant l'autre. Et puis là, il n'y a plus du tout de classement. Mais étonnamment, si je cherche un livre, je réussis malgré cette immense... parce que je n'ose pas les compter, mais je pense qu'il y en a quand même quelques milliers. Eh bien, si je cherche un livre, j'arrive toujours à le retrouver. Et vous ne vous en débarrassez jamais? En les donnant ou en les prêtant, ce qui veut dire donner? Si, oui, absolument. Alors, si, j'en donne régulièrement, parce qu'il faut quand même un petit peu de place pour se mouvoir dans l'appartement. Mais finalement, assez peu. Alors, une fois ou deux par an, je fais un tri et puis je donne une cinquantaine ou une centaine de livres à des bibliothèques, généralement des bibliothèques bénévoles. Mais j'ai quand même du mal et un livre que j'ai aimé, beaucoup aimé, je ne peux pas le donner, je dois le garder près de moi. Et puis, il y a aussi tous ceux que je n'ai pas encore lus. Parce que, évidemment, j'en ai beaucoup acheté qui attendent encore d'être lus. On va la remplir encore un peu, cette bibliothèque, en cherchant dans une librairie, celle de Sandrine Babu, dans un instant. Europe 1, 14h, 15h, La Voix est livre. La Voix est livre, le retour de la vengeance, toujours avec Valérie Tonkyong. Il est l'heure de visiter un de nos libraires et nous partons cette semaine à la librairie L'Instant, dans le 15e, rejoindre Sandrine Babu. Bonjour Sandrine. Bonjour Nicolas. Merci de nous accueillir. 3 livres aujourd'hui, 2 nouveautés et un poche qui a eu un gros succès. On commence par quoi? Commençons par le poche. Alors, Ordessa, Manuel Villas, c'est une traduction de l'espagnol. Moi, je l'ai lu il y a 2 ans, un été. Je l'avais emmené en vacances. C'était un gros pavé avec une très jolie couverture. Et je l'ai commencé et au bout de 50 pages, je l'ai posé. Je n'y arrivais pas, on m'a dit que c'était génial et je ne rentrais pas dedans. Et donc là, on est dans l'Espagne franquiste avec un narrateur qui se souvient de son enfance. Alors ses parents viennent de mourir, ses enfants s'éloignent un peu, donc c'est assez mélancolique. Et donc je le repose et il me trotte dans la tête et je le reprends une semaine après et là, je ne l'ai plus lâché. Manuel Villas, il est poète avant d'être écrivain et ça se sent dans son écriture. Et donc il a l'art de nous faire ressentir à la fois les choses du quotidien, de l'intime, de l'histoire aussi. Et c'est vraiment une écriture très belle et un livre dans lequel on se plonge. Et une fois qu'on a apprivoisé un peu le début, on ne le quitte plus. Ordessa, donc, de Manuel Villas, c'est chez Point, la version poche de Seuil, en fait. C'était au sous-sol. Et c'était aux éditions du Sous-Sol. Je vois un livre qui attire mon œil parce qu'il y a une énorme vague sur la couverture. On est au milieu de l'océan, manifestement. Ça s'appelle L'Homme des tempêtes. Qu'est-ce que c'est? Alors là, je vous emmène dans l'Atlantique Nord avec Frédéric Brunkel. Alors lui, il fait des documentaires et il est embarqué sur un navire-usine pour aller pêcher le merlan. Et en fait, ce navire-usine fabrique du surimi, de la pâte de surimi dans ses cales. Donc c'est vraiment comme une usine flottante. Et donc lui a embarqué sur ce bateau. Il ne savait pas trop à quoi s'attendre. Et en fait, vous prenez le livre, vous ne le quittez pas parce qu'en fait, au début... c'est très calme, ils cherchent les poissons, il n'y a pas de poissons, donc ça ne commence pas très bien. Ils vont essuyer un ouragan, ils vont avoir une panne au niveau du moteur. En fait, on vit une aventure humaine, une aventure au milieu de cet Atlantique Nord. Et vraiment, c'est la grande mer. C'est vraiment, on est plongé dans cette atmosphère. Et donc lui, il va essayer de se faire accepter par l'équipage. Il va nous raconter aussi la vie de ces marins qui partent pour des 3 mois, 6 mois de campagne, loin de leurs proches. Et donc une vie très dure, une vie très particulière. Et voilà, donc c'est écrit, vraiment, on est dans un grand roman d'aventure, mais de notre société en fait. Homme des tempêtes, c'est chez Grasset de Frédéric Brunkel, homme au pluriel, évidemment. Et puis, un dernier roman, un 3e, avec une très jolie couverture. Alors, Paola Pigani et Il dansait le dimanche, donc chez Liana Lévy, belle couverture rouge. Donc Paola Pigani nous entraîne dans la banlieue de Lyon dans les années 30, dans une usine de production de soie artificielle, parce qu'à l'époque la soie naturelle devient rare.
Et donc on fait venir des ouvriers d'un peu partout, de tous les coins de France et aussi d'Europe de l'Est. Donc là, on a une jeune Hongroise qui débarque pour travailler à l'usine dans des conditions qu'on imagine. À l'époque, le droit du travail, c'était pas ça. On travaillait dans les produits chimiques, les odeurs, c'était dangereux, c'était sale. Et donc ces communautés, il y a des Hongrois, il y a des Hongrois, des Italiens, il y a des Français qui vont se mêler. Elle va faire ses apprentissages, tomber amoureuse aussi, se marier, peut-être pas avec la bonne personne. Et donc ces hommes et ces femmes vont être solidaires entre eux, s'entraider. Ils vont aller danser le dimanche dans des bals, d'où le titre du livre. Et petit à petit, ils vont se regrouper pour mener à ces mouvements de rébellion, de lutte, pour aboutir un peu plus tard à ce qui a donné le gouvernement du Front populaire, donc pour améliorer leurs conditions de travail. Et Il dansait le dimanche, donc de Paola Pigani, et les deux autres, très très différents, Manuel Villas, Ordessa, et puis Homme des tempêtes de Frédéric Brunkel. Merci beaucoup Sandrine. Merci beaucoup Nicolas. Retour à Europe 1 avec Valérie Tonkyong. Héloïse Goua nous a rejoint pour sa chronique jeunesse. Bonjour Héloïse. Bonjour Nicolas. Et aujourd'hui, c'est une encyclopédie carrément, ça s'appelle L'étonnante encyclo en 500 questions-réponses. C'est chez Casterman de Jane Wilshire et Louise Lockhart, c'est bien ça ? C'est bien ça. Et c'est une encyclopédie qui va intéresser les petits et les grands. Franchement, moi, elle m'a complètement captivée, cette encyclopédie. Quand je lisais, plus rien n'existait autour. Parce qu'en fait, elle m'a rappelé les questions que je me posais enfant, dont j'avais oublié les réponses depuis. Mais en fait, c'est des questions qui m'intéressent toujours autant aujourd'hui. Et ce que je trouve très intéressant avec ce livre, qui est hyper ludique, avec des illustrations souvent très drôles, c'est que il y a des interrogations que tous les enfants, certainement, autour de vous se posent. Mais je crois que la plupart des adultes ne savent pas y répondre précisément. Du coup, on va tester avec vous. Combien de fois respires-tu chaque jour ? Environ 20 000 fois, ils disent. Bah voilà. Et j'ai choisi pour vous un petit florilège des infos les plus croustillantes, Nicolas. Alors, vous allez essayer d'y répondre. La première est très, très jolie, vous allez voir. Combien de quantité de morve produit notre nez chaque jour ? Je sais pas, ça dépend des gens. Je sais pas, alors en moyenne, donc en moyenne. Un demi-litre. Bah, je crois que c'est à peu près ça, parce que c'est 7 tasses. Vous imaginez ? Non, alors, j'ai pas envie d'imaginer cette tasse. Mais... Bon, il précise tout de même, heureusement, on s'en rend pas compte, on en avale la plupart, et puis c'est quand même quelque chose de très important, puisque c'est le filtre des microbes et des bactéries. Deuxième question, est-ce que vous savez où est-ce qu'on allait au Moyen-Âge pour une rage de dents ? Chez le maréchal Ferrand ? Bah comment vous savez ça ? Quand même, j'ai fait de l'histoire. Et ben exactement. Et on utilisait les mêmes outils. En fait, j'ai pensé à ça, j'ai pensé où est-ce qu'il y a des pinces à l'époque, quoi. Oui, c'est ça. Exactement. Donc, et l'anesthésie, c'était un coup de gnôle, quoi. Oui, je ne sais même pas s'il y avait cette anesthésie-là. Une petite dernière. Est-ce que vous savez quelle était la principale différence entre les premiers Jeux Olympiques et ceux d'aujourd'hui ? La télévision ? Oui, c'était aussi une différence, mais la principale, c'est qu'à l'époque, les athlètes couraient nus, tout nus, absolument tout nus, et c'était pour honorer Zeus. Mais à l'époque antique. Oui, les premiers JO de la Grèce antique, oui, tout à fait. Alors attendez, la der des der. C'est vraiment la der des der. Pourquoi, selon vous, est-ce que c'est bon pour la santé de se poser toutes ces questions-là avec lesquelles je vous embête ? Ça fait marcher la mémoire ? Oui, ça rend le cerveau actif et surtout ça augmente les connexions entre les neurones. Bon, alors dans cette encyclo, vous apprendrez aussi que Cléopâtre parlait entre 7 et 10 langues, que les Mayas vénéraient les dindons et ça c'est une info que j'ai beaucoup aimée, qu'un cafard décapité peut vivre encore une semaine. C'est vrai que c'était dommage de se passer de cette information. Il y en a une qui est pas mal aussi là en feuilletant. Est-ce que sourire peut rendre heureux ? Oui. Lorsque tu souris, cela active certaines zones du cerveau associées au bien-être et à la joie. Et ben voilà, il faut sourire tout le temps. Voilà. Merci beaucoup Héloïse. Merci à vous. C'est donc l'étonnante encyclo en 500 questions-réponses chez Casterman de Jane Wilshire et Louise Lockhart. Merci beaucoup. Merci. Vous vous rappelez, vous, Valérie Tonkyong, du premier livre que vous avez lu, celui qui vous a marqué ? Pas forcément jeunesse. Oui, alors si je dois citer un livre, parce que sinon ce serait peut-être des auteurs, parce que quand j'étais enfant, je passais mes vacances souvent chez ma grand-mère qui avait toute une collection de très bons marchés, parce que ma grand-mère venait d'un milieu très ouvrier et donc n'avait pas beaucoup de moyens, mais était passionnée par les livres. Et donc elle avait toute cette collection des grands auteurs, alors Balzac, Zola, Victor Hugo, etc. Donc j'aimais aller retrouver cette chambre et
piocher dans cette bibliothèque. Maintenant, le premier livre que je citerai, celui qui m'a durablement marqué, qui a changé des choses pour moi en profondeur, c'est La vie devant soi. Romain Gary ou Émile Ajar au choix, mais ça a changé quelque chose de très très profond parce que, évidemment, c'était un roman qui parlait de la condition humaine, hein, donc ça déjà, je crois que c'était déjà quelque part inscrit en moi, donc ça m'a beaucoup bouleversée, mais surtout, je comprenais brutalement que la littérature, ce n'était pas la maîtrise du subjonctif, ce n'était pas une certaine forme d'écriture académique, exactement, mais c'était bien plus que ça, c'était une voix très singulière, c'était quelque chose qui venait de l'âme, des tripes, et ça, c'était la littérature, c'était quelque chose qui nous faisait vibrer. Et donc, ça m'a ouvert, je pense, des portes à ce moment-là. À quel âge ? J'étais adolescente, mais j'écrivais déjà. Ah oui. Mais j'écrivais déjà avec aucune idée bien sûr, aucun projet de devenir écrivain plus tard. Et pourtant. Et je rappelle donc, Un tesson d'éternité, c'est chez Lattès, c'est votre nouveau roman. Merci beaucoup Valérie Tonkuong. Merci Nicolas Caro. Europe 1. C'était la dernière page de cette émission. Merci aussi à Agnès Vaudin pour son aide, à Boris Pachinski, l'homme aux doigts de fée, et à Grégory Delpeuch pour la programmation musicale. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. Salut. Europe 1, 14h-15h, La Voix est livre. Nicolas Caro.